Bonjour à tous, je suis particulièrement ravie de vous accueillir dans cette deuxième masterclass Utopie, dans ce cycle qu'on a entamé avec Delphine Horviller il n'y a pas très longtemps sur les nouveaux imaginaires et les nouveaux récits. Dans ce cycle, on va alterner les théoriciens des nouveaux récits, c'était un peu le cas de Delphine, et les praticiens du nouveau récit, évidemment, les théoriciens pouvant parfois être des praticiens et les praticiens ayant évidemment des apports théoriques majeurs. Je vais vous rappeler pourquoi on a choisi ce thème. Juste, je vous précise que vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions dans l'onglet qui s'appelle, à juste titre, questions, pour qu'on les pose à Jean-François ensuite. Alors, petit rappel sur ce thème. Vous vous souvenez sans doute, ceux d'entre vous qui ont vu le film Demain de Cyril Dion notamment, où Nancy Houston et Mohamed Younous notamment parlaient de ça. Le monde écologiste est très mobilisé depuis quelques mois et quelques années autour de cette idée que pour mobiliser plus largement tous les publics d'ailleurs, pas que les citoyens, aussi les dirigeants d'entreprise, les politiques, et accélérer la transformation de notre monde, la transformation de nos modes de vie vers le développement durable, nous devons d'abord transformer les imaginaires du futur. Autrement dit, pour dépasser la sidération que provoque l'accumulation des menaces sur le climat ou sur la biodiversité, nous devons muscler notre capacité à imaginer des scénarios alternatifs possibles, puisque en faisant cela, nous activons aussi notre capacité à réaliser ces scénarios. Pour mémoire, c'est aussi un sujet majeur dans Sapiens de Yuval Noah Harari, qui rappelle que le storytelling est le propre de l'homme et que toutes les grandes réalisations humaines, de la construction des pyramides à la conquête de la Lune ou de Mars, récemment, naissent dans des coopérations à grande échelle qui s'enracinent toutes dans des histoires et des mythologies. Alors, changer de récit pour changer les pratiques et surtout changer la réalité sur un territoire, voilà qui est au cœur du travail que mène Jean-François Caron, qui est maire de Los-en-Gohelle depuis une petite commune des Hauts-de-France dont il va nous parler depuis 20 ans. Jean-François, tu es aussi vice-président de la communauté d'agglos de Lens-les-Vins, ancien vice-président du conseil régional en charge du développement durable et de l'aménagement du territoire. Tu as fondé aussi la Fabrique des transitions pour accompagner justement, notamment par la mise en récit, tu vas nous en parler, la transformation des territoires à partir de l'exemple de ce que tu as mené dans les Hauts-de-France. C'est un super privilège de t'avoir avec nous. Je suis absolument ravie parce que ça fait quand même quelques mois qu'on essayait de fixer cette masterclass. Je te donne la parole, d'autant plus que nous devrons couper cette conférence et nos échanges à 13h45 précise, puisque Jean-François a un rendez-vous avec Xavier Bertrand qui lui est un petit peu compliqué de décaler. Merci beaucoup. Pensez à noter vos questions dans l'onglet questions. On aura un temps d'échange avec Jean-François après son propos. Merci beaucoup. Merci Elisabeth. Je vais quand même vous poser la question technique. Est-ce que vous voyez mon PowerPoint à l'écran? Je pense que tout le monde le voit très bien. Bon, super. Bon, alors donc moi je vais utiliser la moitié du temps appuyé sur deux illustrations PowerPoint, l'une sur Los-en-Gohelle, sa vie, son œuvre en 20 minutes en gros, et l'autre sur la question du récit, puisque chez nous c'est absolument central et qu'on l'a un peu modélisé. Et puis comme ça, bah, on aura tout le reste du temps pour répondre à vos questions ou à vos remarques et commentaires. Donc je ne vais pas revenir sur la présentation, hormis, alors peut-être quand même si pour vous présenter le bassin minier en quelques mots. Donc, ce qui caractérise en fait le territoire minier, c'est bien qu'on est affronté à une crise systémique depuis les années 80. Cette crise, elle est économique, elle est environnementale. Alors, elle est économique, on a perdu 220 000 emplois de mineurs. Elle est environnementale, on a par exemple le sol de la commune qui a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers, donc ça casse tous nos réseaux et le sens d'écoulement des eaux et l'habitat. Mais aussi, on a une eau à 100 mg de nitrate si on déclenche pas des plans hors sec de dénitratation, et on a une perte sur le plan paysager, et on a des conséquences sociales très importantes. Mais surtout, on a deux problèmes majeurs qui sont, un,
un énorme problème d'encadrement de société. Et donc, du coup, les houillères contrôlaient tout, hein, les écoles, les églises. La seule chose qu'ils ne contrôlaient pas, c'était les cimetières. Et donc, du coup, le contrôle du mineur était vraiment dans un modèle archi-paternaliste, même plus. Ce qui fait qu'on a des indicateurs de capacité à imaginer, à prendre de l'initiative, à déroger à la règle qui sont très faibles. En gros, on est quand même plutôt, on a plutôt été formaté pour avoir des bras et pas pour avoir des cerveaux. Je résume un peu, mais et c'est pas péjoratif. Je viens de là, donc j'assume. Et puis un énorme problème d'estime de soi, c'est-à-dire qu'on incarne un peu le déclassement de nos sociétés 19e, 20e siècle. Et quand une caméra vient dans le bassin minier, elle cherche un enfant dont le nez coule, elle cherche un carreau cassé, elle cherche un terri dans le fond, et quelqu'un qui parle patois d'une manière telle que même nous, on a du mal à le comprendre. On se demande où les journalistes arrivent à trouver des profils de ce type. Et donc, du coup, tout ça, c'est très, très compliqué parce que ça veut dire qu'on a de multiples problèmes en systémique et on a une capacité de s'en saisir qui est vachement affaiblie par la capacité à entreprendre, la confiance à entreprendre. Alors, du coup, ça, c'est quand même l'élément fondateur de Los Angeles, c'est que la question qui nous est posée, c'est est-ce que derrière l'arrêt des 9 puits de mine qui caractérisent l'os, on va rebondir ou est-ce qu'on va périr et quelles ont été les grandes étapes de notre résilience au sens de capacité à rebondir après un choc, capacité à se relever. Parce que je dis ça parce que le mot résilience, il y a plein de définitions. Moi, c'est juste, j'ai envie de dire, se relever, quoi. Bon. Alors, par rapport à ça, quelle stratégie on a cherché à mettre en œuvre? Alors là, on a une image qui est absolument centrale. C'est que qui fait d'ailleurs qu'on a 30 ou 40 ans d'avance. C'est une anecdote que j'ai coutume, que j'ai plaisir même à raconter, c'est qu'Emmanuel Macron était venu à Los pour comprendre comment ça marchait, la transition à Los. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, bon, président, bienvenue. Voilà, je l'accueillais sur les terris, donc c'est très, très couleur locale. Et il dit, oui, merci monsieur le maire de m'accueillir. Et là, je lui dis, bah, écoutez, vous êtes dans la merde. Et c'était en plein moment des Gilets jaunes, donc déjà, ça lui a fait un petit choc que je l'accueille comme ça. Et puis, je lui dis, mais nous, juste, ça fait 30 ans qu'on est dans la merde. Ça fait 30 ans qu'on est affronté à une transition qui a complètement déstabilisé notre modèle. Et donc, on a essayé de développer des stratégies, mais vous pouvez remarquer, si vous êtes venu voir que l'OS avait des réponses, pas toutes, mais qu'on en a, vous n'êtes pas sans remarquer quand même que sur les 8 députés Rassemblement national de France, 5 sont originaires d'ici. Ce qui veut dire qu'on est dans des territoires où tout peut s'écrire, le pire peut s'écrire. Et donc, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un retour d'expérience sur 30 ans de transition et comment on a mené ça? Alors, il m'a dit, ben, je suis venu pour ça, donc évidemment, ça m'intéresse. Et on a eu vraiment un échange de 2 heures quasi en tête-à-tête sur le terrain qui était très intéressant. Ça, c'est pas le sujet. Mais ce que je voulais dire par cette anecdote, c'est qu'en fait, le paradoxe, c'est que Los Angeles, en fait, on a 30 ans d'avance sur tous les autres territoires. C'est-à-dire qu'on a tapé dans le mur bien avant que certains commencent à découvrir que, ben oui, avec le dérèglement climatique, avec l'effondrement de la biodiversité, avec tout ce qui touche à la finitude de notre modèle et à ses remises en question, on a de l'avance. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on l'analyse? On l'analyse qu'en fait, on a un premier problème qui est que le modèle de développement sur lequel on s'est construit, il est mort. Et ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Alors pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il est basé sur un accès aux ressources à l'infini. Donc c'est un modèle en gros qui a démarré au XIVe, XVe siècle. L'arrivée de la chimie, l'arrivée de la physique, la révolution industrielle, la machine à vapeur, puis tout ce qui a suivi, et qui fait qu'aujourd'hui, on va dans l'infiniment grand, en Mars, et on va dans l'infiniment petit, dans l'ARN messager, et que l'homme a une puissance de feu extraordinaire.
et qui fait qu'on est rentré dans l'Anthropocène, on modifie les conditions de vie de l'écosystème planétaire. Alors, sauf que ce modèle, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il était basé sur un accès aux ressources à l'infini et que les ressources ne sont pas infinies. Le cobalt est le premier minerai qui est disparu, mais il y en a plein d'autres qui sont en tension, vous savez, sur les terres rares notamment. Mais c'est vrai aussi du modèle énergétique qui a complètement conditionné notre modèle économique. La moitié des bordures de trottoirs du Nord-Pas-de-Calais viennent de Chine, ce qui est complètement aberrant. Ça veut dire que transporter des objets sans valeur ajoutée, leur faire traverser la planète, reste économiquement ou en tout cas financièrement rentable. Et donc, on voit que ce modèle où quasiment le déplacement ne coûtait pas, ce modèle est délirant. Alors, on a donc une limite sur l'accès aux ressources. Et le développement va devoir tenir compte de la raréfaction, voire de la disparition d'un certain nombre de ressources. 2, les rejets de notre modèle deviennent insupportables pour l'humanité. Donc, 2 exemples. Le rejet du carbone modifie profondément les conditions de vie sur Terre par l'augmentation des températures, de l'énergie circulante. Donc, je ne vais pas vous faire tout ça, vous connaissez ça par cœur. Les accidents climatiques, les accidents énergétiques, les incendies, mais surtout les déplacements de population, les gens qui vont devoir bouger pour survivre. Bref, la question du dérèglement climatique est une question majeure à l'échelle du globe et vous savez ça très bien. De la même manière, toutes les molécules qu'on a rejetées et ou qu'on dépose, comme les pesticides, font qu'on a peu ou prou 75% de la biomasse des insectes qui a disparu en 40 ans, et que j'ai vu l'autre jour, je crois que c'était dans Le Monde, un papier où on évoquait des robots, des mini-robots qui allaient pouvoir aller polliniser dans les champs. Voilà, on n'a plus d'insectes, donc on va inventer des robots. Voilà, ça résume l'instant dans lequel on est. Donc, la question du modèle dans lequel on est, c'est que c'est un modèle qui est mort, qui ne peut plus continuer et où globalement 80% de la société a compris ça. Il y a encore des gens dans le déni, dans le temps c'était Claude Allègre, etc. Ils étaient 50% de la société, aujourd'hui ils sont beaucoup moins, il y en a encore qui sévissent, mais globalement la société a compris. Notre problème c'est que devant nous il y a du brouillard. Et que pourquoi il y a du brouillard et qu'on ne voit rien, c'est parce que le nouveau modèle n'est pas encore apparu. Alors, on a bien des signaux faibles, le renouvelable va remplacer le fossile. OK, on a plein de signaux faibles sur les questions de gouvernance, etc. Mais du coup, ça n'a pas encore cristallisé. Et du coup, c'est extrêmement compliqué de se mettre en route quand le nouveau modèle n'est pas, quand un nouveau modèle, alors c'est des formes multiples, c'est pas un modèle évidemment, mais quand il n'y a pas de perspective pour se mettre en mouvement. Du coup, on a, et là je commence à arriver sur les questions de récit, on a un énorme enjeu de nouveaux référentiels. C'est quoi? Ce serait quoi un nouveau modèle qui fasse ce système? Et du coup, ce serait quoi un nouvel imaginaire? Et donc, dans les fondamentaux de l'os et de la fabrique des transitions, le premier grand bloc, c'est ça, c'est comment on construit un nouvel imaginaire. Comment on arrive à changer nos cadres de pensée par rapport à ces questions du développement et comment tout ça va apparaître. Le deuxième sujet, c'est que on voit bien que pour passer de l'ancien au nouveau modèle, au fur et à mesure qu'il se définit, eh bien, admettons même qu'on soit convaincu que ce soit vachement mieux dans le nouveau modèle, on se trouve dans la situation de celui qui fume, de celui qui prend du chocolat ou qui prend de l'alcool ou toute autre addiction. Et dans lequel, questionnement dans lequel on voit bien qu'on voudrait arrêter de fumer, mais on n'y arrive pas. Ça s'appelle de la conduite de changement, ça s'appelle de la résistance au changement. Et alors, c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai partout, c'est vrai dans les territoires. Et donc, la question de la transition entre l'ancien et le nouveau modèle est une affaire de conduite de changement. Et donc là, on a le deuxième grand bloc de mon point de vue, de la question de la transition, c'est qu'il n'y aura pas de transition par des ajustements technologiques, par des sciences de l'ingénieur, il en faudra. À un moment donné, le solaire, c'est mieux que le charbon, on est d'accord, donc tout ça, il nous le faudra. Mais le sujet principal n'est pas celui-là. C'est un enjeu de changement d'imaginaire, de conduite de changement. Donc, qui va faire appel à des sciences culturelles, qui va faire appel à des sciences sociales, des sciences sociologiques, psychologiques, etc.
Donc, si on prend l'exemple de Los Angeles, ce qui est intéressant, mais je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus, c'est qu'on a des résultats en systémique, on a des résultats économiques, alors comme ça, au débeauté, un pôle de compétitivité, on n'a jamais eu autant de commerce à l'os par la dynamique de la ville, au point que je n'ai pas assez de surface commerciale à proposer à tous les gens qui veulent s'installer à l'os dans le centre-ville, c'est tout à fait étonnant. Mais lors du PLU, le représentant de l'État a dit, écoutez, c'est les révisions du PLU, il dit, écoutez, c'est la première fois, là, depuis une dizaine d'années que je fais ça, que j'entends une commune qui se plaigne qu'elle n'a pas assez de surface commerciale. Alors, ça s'explique par des effets d'adhésion de la population à la dynamique, du coup, de considérer que les gens qui viennent s'installer à l'os, eh ben, ça veut dire qu'ils nous aiment, et donc nous, on les aime, donc on essaye de leur donner leurs achats. Enfin, ça tient des effets de dynamique d'acteurs. On avait zéro restauration, aujourd'hui, on a 4 brasseries qui tournent, et c'est les gens de Lens, la grande ville à côté, qui viennent manger chez nous parce que c'est devenu tendance de venir à Los Angeles. Donc, le marketing territorial, ça joue. Le fait que la ville a une image d'innovation, de vivre ensemble, de sympa, d'écolo, je suis obligé de le dire quand même. Enfin, c'est ce que les gens disent. Bref, ça cartonne. De la même manière, sur le monde agricole, on est à peu près aujourd'hui, enfin dans les 2 ans, là, on est avec les phases de conversion, on va être à 40% notre surface agricole utile qui est passée en bio et en local, alors que pourtant c'est de l'agriculture industrielle intensive chez nous d'habitude. Et donc du coup, l'ACUMA me dit, l'ACUMA c'est la coopérative agricole qui gère les matériels, donc ils sont tous réunis là-dedans, et il me dit qu'ils ont créé 25 emplois depuis qu'ils se sont fait ce retour au local et au bio. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi bien être sur un pôle d'excellence, et d'où l'arrivée de Xavier Bertrand cet après-midi et cette inauguration très high-tech, très nouvelle technologie, quoi. Bon, on a à la fois ça, on a la vie ordinaire et on a des bascules comme celle du modèle agricole. Bref, on a des résultats économiques. De la même manière, on a des résultats sociétaux. On a eu un doublement du nombre d'associations, on a un bénévolat extrêmement important. On prête des bénévoles aux autres villes quand on organise un grand événement comme la Route du Louvre qui accueille à peu près 13 000 personnes en basket et à peu près 50 000 participants. Bon, c'est un événement que j'ai créé dans le temps avec Pierre Mauroy. Enfin, bon, c'est une histoire un peu longue à raconter là, mais dans laquelle la petite ville de Los Angeles a 250 bénévoles et les villes de Lens et Liévin en ont 15 ou 20. Et ils nous demandent de nous prêter du bénévolat. Et où, globalement, il y a une dynamique collective extrêmement forte. À signaler aussi à cet endroit-là qu'on a eu des votes énormes, puisqu'en 2008, on a fait 82,1% des voix, ce qui était le plus gros score du Nord-Pas-de-Calais, ce qui permet aussi de dire que la transition, contrairement à ce que pensent souvent les élus, la transition est extrêmement populaire quand elle est bien menée et que, en tout cas, il y a une attente de la population à cet endroit-là. Et puis, depuis 2008, on est tout seul en piste. On n'a plus de liste d'opposition contre nous, bien que le FN fait tout pour louer des garages, ramener des gens, mais il n'y arrive pas. Donc, ça, c'est sur un plan sociétal. Voilà, c'est quelques flashs, comme ça je vous donne. Je n'ai pas le temps de détailler tout ça dans l'équation temporelle. Des résultats environnementaux, alors là, évidemment, il y en a plein. Ça fait plus de 15 ans qu'on est zéro phyto. Depuis 1997, tout est en éco-construction dans la ville. Donc, on a toutes les typologies qui aujourd'hui nous amènent aux bâtiments passifs et à énergie positive, mais à l'époque, on n'en était pas là. En 97, on essuyait les plâtres. Les premiers appels d'offres étaient infructueux. Pas une seule entreprise répondait au cahier des charges qu'on avait mis en place. Bon, aujourd'hui, on est à peu près à 10% de la population qui paye quasiment plus de consommation de chauffage parce qu'ils sont dans les bâtiments sociaux, divers, dans lesquels la qualité de construction fait qu'ils consomment quasiment plus. Donc, on voit là que c'est intéressant parce qu'il y a à la fois un impact environnemental, on ne consomme plus de chaleur, donc de carbone. Deuxièmement, on est dans des développements de nouveaux métiers et d'ailleurs, tout à l'heure, je n'ai pas dit que dans la dimension économique, ça génère des effets d'entraînement comme par exemple la Fondation d'Auteuil qui est venue s'installer à Los Angeles et qui forme 350 jeunes au métier de l'éco-construction. C'est-à-dire que du coup, c'est toute la filière. On a des espaces de recherche, on a des espaces d'appui aux filières, on a des espaces de formation. Bref, c'est vraiment une logique de filière. Et donc, du coup, effectivement, c'est des nouveaux métiers, l'éco-construction. Et enfin, c'est du pouvoir d'achat, c'est de la diminution des charges pour des familles pauvres. On a beaucoup de pauvres, enfin, la région et Los Angeles font vraiment partie des gens en difficulté. Alors, du coup,
Sur les résultats environnementaux, ça fait quasiment 20 ans qu'on n'utilise plus d'eau potable pour les usages de la ville parce qu'on a généralisé les cuves de récupération d'eau partout. On a un plan de gestion différencié des espaces verts. On a refait 15 km de trame verte à l'intérieur de la commune. On a développé un plan d'écomobilité. Enfin, bon, je vais pas détailler tout ça. S'il y a des sujets qui vous intéressent, on pourra peut-être en parler dans les questions. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, ce qui est original sur le Sangwell, c'est que ça fait système. C'est-à-dire qu'il y a des politiques environnementales qui déclenchent de l'économique. Il y a des actions économiques qui montrent qu'on peut faire autrement environnementalement parlant. Il y a des débouchés sociétaux qu'on n'avait pas vus sur des dynamiques d'acteurs, sur des mouvements collectifs. Les familles zéro déchet, par exemple, ça fait un gros carton. Dans le travail avec des jeunes, enfin, bon, il y a des choses qui se déclenchent sans même qu'on en ait eu la pensée. Et donc, au cœur de ça, il y a la question des habitants acteurs, qui est absolument centrale, dont j'ai rappelé dans l'introduction comment elle était fondée par le fait que les habitants étaient des sujets qui allaient à la mine, quoi, et où tout était organisé comme ça. Et donc, on a multiplié tous les processus de capacitation habitante, d'empowerment, comme si on veut le dire en étant plus branché, des termes anglais, de capacitation, de pouvoir d'agir, remettre les habitants dans le circuit. Donc, à Los Angeles, tout est en coproduction. Ça peut être vrai de nos projets à nous, refaire une départementale, faire un skatepark. Enfin, à chaque fois, on a des processus qu'on a beaucoup travaillé. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a publié un référentiel d'implication citoyenne qui est extrêmement précieux, me semble-t-il, sur les modalités de faire ça. Donc, ça peut venir de la ville, ça peut venir des problèmes, des pétitions. Une pétition, c'est du bonheur, c'est des gens qui s'organisent pour dire on n'est pas content, donc il y a le début d'une énergie collective, et donc si on travaille bien, on arrive à les faire monter dans le bateau de la construction des réponses. Et puis, alors ça peut venir de la vie associative, bien sûr, et enfin, ça peut venir d'un dispositif un peu original qu'on a mis en place et qui est en train d'essaimer partout en France, c'est assez étonnant, qui s'appelle le 50-50, c'est-à-dire droit à l'initiative des habitants sur leur quartier. Donc, il faut qu'ils soient plusieurs, c'est pas une seule personne. Capacité à formuler avec la ville un projet pour leur quartier ou pour leur secteur d'activité. Et à l'issue de l'élaboration de ce projet, comme il vient se rajouter à l'action de la ville, moi, ce que je dis aux habitants, c'est soit on augmente les impôts, donc là, 100% des gens disent non, 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 on ne touche pas aux impôts, soit on enlève d'autres actions, mais avec toutes les régulations que ça pose, et donc c'est un petit peu compliqué, soit on le rajoute au programme d'action de la ville, mais à ce moment-là, on le fait sous une forme contractuelle qu'on appelle un 50-50, dans lequel on a une charte, dans lequel la ville dit ce qu'elle va faire et les habitants disent ce qu'ils vont faire. Alors, le schéma le plus typique, c'est le premier, c'était le fleurissement d'un quartier excentré. Et donc, après plusieurs réunions à expliquer comment doivent être les jardinières, qu'on ne peut pas fabriquer nous-mêmes les jardinières parce que les habitants disent bon, on va les faire, les jardinières, monsieur le maire, si ça coûte cher, on va les faire. Mais non, il y a des normes, il y a du réglementaire, c'est de l'espace public. Et donc, au bout de tout ce travail-là, on amène les jardinières et on amène les fleurs au mois de mars. Les jardinières, elles ne bougent plus. Et c'est les habitants qui arrosent et qui désherbent. Alors, pour la petite histoire, ça n'a jamais été aussi bien arrosé et aussi bien désherbé que quand les habitants ont décidé de le faire. Donc, au travers de ce processus-là, les gens comprennent la complexité de la décision publique, ils mesurent toute une série d'éléments, enfin, ils se forment d'une certaine manière à l'action publique. Le gros avantage, c'est que les 50-50 ont touché tous les domaines. Par exemple, on a refait les chemins agricoles avec les agriculteurs. Au lieu que ça nous coûte 100 000 euros, ça nous a coûté 30 000. Donc, on a acheté les matériaux pour refaire les chemins, on a loué le gros rouleau, mais tout le transport des matériaux, c'est les agriculteurs qui l'ont fait dans leur benne. Et tout l'étalement, des matériaux, c'est eux qui l'ont fait. Résultat des courses, moins d'argent public dépensé. Les agriculteurs retrouvent une forme
dignité, ils sont fiers de ça, et on leur envoie les médias, et on est dans la coproduction du bien public. Bon. Alors, du coup, je pourrais vous parler de tous les sujets énergétiques. Je ne vais pas le faire. Je pourrais vous parler de tous les sujets nature. J'ai préféré. Alors, je vais quand même vous donner un atterrissage sur un sujet qui est celui du plan solaire citoyen. Et ensuite, je passerai au récit pour qu'on ait du temps pour les questions. Ce qui est intéressant dans l'histoire du plan solaire citoyen, c'est que c'est d'abord parti de la première centrale solaire au pied des terris. Donc, c'était le choc entre le solaire et quelque part le terri qui représente le monde d'hier, qui a beaucoup marqué les esprits. Puis, on a développé du solaire sur le foyer logement, personnes âgées, sur les services techniques de la ville. Puis, à un moment donné, on devait refaire la toiture de l'église, donc en coproduction avec la communauté catholique. On a produit cette toiture de l'église qui nous a valu alors, j'ai invité le pape, il n'est pas venu, bon, donc les gens n'étaient pas déçus, mais le simple fait, enfin, les gens étaient déçus, oui, non, mais le simple fait d'éviter le pape, la communauté catholique était dans tous ses états. Et comme l'évêque nous a fait un texte magnifique, à partir de là, l'église de Los, elle est devenue archi-tendance dans les revues catho du Nord-Pas-de-Calais. Et ça fait 3-4 articles qu'ils font. Chaque année, on annonce quels résultats on produit, combien de courant, quelles ressources pour la ville. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on allait changer de cran et qu'on allait monter vers un plan solaire citoyen avec une captation d'épargne locale. Donc, on a travaillé beaucoup sur le bon format juridique et aujourd'hui, on a une SAS avec la ville au capital très faible, les citoyens et puis l'investisseur qui a monté les toitures et la SEM Énergie Renouvelable du Nord-Pas-de-Calais. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a capté de l'épargne d'à peu près 120 familles de Los et qu'on a trop de sous. Et donc, on a de la capacité d'investir. On a fait toutes les toitures publiques de la ville qui étaient exposées au sud, bien sûr. Au nord, on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on est en train d'aller chercher des toitures chez les habitants pour qu'ils acceptent de nous prêter leurs toitures ou avec des mécanismes de location faibles. Voilà. Donc, c'est intéressant dans cette opération, c'est qu'on a des nouveaux modèles énergétiques, on fait du renouvelable, on implique les citoyens dans les logiques d'épargne, on les met dans la gouvernance même de la SAS, représentant des habitants, et on a de la puissance d'action publique archi-développée. Alors, on pourrait dire la même chose du plan alimentaire, je vais pas le détailler, ça va être trop long. Je voudrais terminer sur le montage sur l'os par cette image. Alors, en fait, sur mon écran, je vous vois pas. Je voudrais juste vérifier que vous voyez bien que j'ai un petit signe de vie de votre part. Vous voyez bien l'image là de cette espèce de… On est toujours là et on la voit parfaitement bien. Super. Oui, merci. on voit bien. Merci, parce que c'est pas simple d'être dans le vide comme ça. Bon, et donc, on voit du coup que ça, c'est le résumé. Voilà, du coup, je vois Elisabeth et ça me faisait un regard en écho. Sinon, je suis face à un écran. Bon, ce qui est intéressant oui, c'est gentil. Ça me permet de faire un dialogue. Vous connaissez tous les visios, hein, c'est pas ça. Ce qui est intéressant dans ça, c'est le jus de l'os, si vous voulez. C'est-à-dire ce que des chercheurs, des journalistes, que nous-mêmes, on a travaillé et qui ensuite a été confronté à d'autres territoires qui ont démontré la pertinence de tout ça et qui aujourd'hui fondent un peu la fabrique des transitions dans sa façon de poser la transition. Ce qu'on voit, c'est que d'abord, on revendique le socle de valeurs et qu'on ne peut entreprendre que si on sait de quoi on est héritier, comment on est constitué. Les questions d'identité sont absolument centrales. Dit autrement, on ne peut pas construire de la transition en demandant aux gens de se renier. Si moi, je demande aux mineurs de se renier parce qu'à cause d'eux, on a le dérèglement climatique, alors qu'ils en sont morts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont me mettre un point sur la figure. Mais ça ne va pas les conduire en transition. Au contraire. Donc, ça peut avoir plein de débouchés. C'est vrai sur le monde de l'agriculture. Si j'insulte les gens de la FDSEA en disant vous êtes des gros cons de déverser du glyphosate, ça va être compliqué d'entreprendre avec eux un chemin de transition. Donc, du coup, cette question-là, elle est absolument centrale et tout le travail sur de quoi on est héritier, quels sont les lieux, quelles sont les forces qui sont porteuses de ça est central. Et on revient à la question du récit. Parce que la question du récit nous met en trajectoire
Et du coup, en nous permettant de travailler la question de la mémoire collective, de où on est aujourd'hui, ça nous permet de nous ouvrir sur la question de la vision et donc du changement d'imaginaire dont je parlais tout à l'heure. Ensuite, on voit bien que la transition démarre s'il y a des humains, des leaderships qui se bougent. Alors, pas au sens de De Gaulle, au sens coopératif, leadership coopératif, mais ce qui est derrière cette idée, c'est que c'est jamais les organisations qui bougent ou les institutions, c'est les individus à l'intérieur des organisations qui bougent. Et donc, reconnaître le rôle majeur des personnes, c'est fondamental. Ça veut dire reconnaître le rôle des pionniers, par exemple, dans les territoires, et arriver à ce que la classe politique normalisatrice considère que le pionnier, c'est quelqu'un à chouchouter, c'est quelqu'un qui est déviant, comme à son époque Christophe Colomb ou Einstein, puis un jour il se retrouve précurseur. Donc la question des leaderships est un sujet d'une manière générale. Les 4 piliers de la réussite, c'est 1, l'implication habitante sous toutes ses formes telles que je l'ai esquissé, qui va mettre les gens dans une position d'acteur et donc qui va, quand on est acteur, on est aussi en processus de transformation. Une conférence ne fait pas bouger. Là, vous m'écoutez, ou peut-être vous vous dites, bon, c'est intéressant ou pas, je ne sais pas, j'espère, mais bon. Mais ça ne va pas vous faire bouger, ça va vous nourrir, ok. On se transforme dans l'action. C'est parce qu'on entreprend quelque chose ensemble que ça bouge. Et ça, c'est les neurosciences qui nous l'apprennent. Donc, les processus d'implication sont absolument centraux parce qu'ils améliorent la qualité des projets, parce qu'ils donnent plus de créativité, d'expertise d'usage, toutes des choses que vous connaissez, mais parce qu'ils mettent les gens dans une situation de transformation. Deuxièmement, il va falloir attraper le systémique. On ne peut pas parler de transition sans réarticuler les questions environnementales, sociales, économiques et de gouvernance. Et donc, on voit bien que c'est l'ensemble des processus de coopération deviennent requis. Par exemple, si vous voulez changer les modèles alimentaires agricoles, il faut que les mangeurs changent, il faut que les agriculteurs changent et il faut que la filière change. Et si tout ça ne change pas en même temps, ça ne marche pas. Donc, on voit qu'on a besoin d'approche systémique. Du coup, ça pose la question de l'ingénierie systémique. Mais ça, c'est pour un prochain webinaire. C'est compliqué à aborder là aujourd'hui, mais c'est là-dessus qu'on travaille à la Fabrique des transitions. C'est quoi l'ingénierie systémique de ça? De la mise en désir, de la mise en coopération, etc. Troisièmement, c'est une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Or, il n'y aura pas de transition sans inventer des nouveaux process, sans changer. Et donc, ça veut dire quoi? Une politique publique de la désobéissance. Alors, dit comme ça, c'est surréaliste, mais c'est quand même bien comme ça qu'il faut l'envisager, comment l'innovation, pas seulement technologique, mais surtout institutionnelle, sociétale, va trouver sa place. L'exemple du plan solaire citoyen, on a mis 3 ans à sortir ce truc-là avec plein d'ingénieries qui ont bossé parce qu'il y a 1000 difficultés à résoudre. Ce n'est pas prévu dans les textes. Et enfin, la poétique de l'étoile et des cailloux blancs, c'est-à-dire que, et ça, là, c'est vraiment ma touche perso que je développe depuis 30 ans, on ne changera pas par la morale et la contrainte. On ne peut changer que par le désir. Et enfin, en général, on change par la peur et le désir. Donc la peur, on l'a, on le voit, l'effondrement, tout ça, sauf que la peur, elle fait fuir. Elle ne reconstruit pas. Et donc, comment on arrive à traiter la question de la mise en désir d'un nouveau modèle de développement? Bon. Donc, et pour ça, on a besoin d'étoiles qui brillent dans le ciel. Et l'une de mes maximes, c'est qu'il faut réhabiliter le rêve en politique. Là, je parle en politique, excusez-moi, mais moi, je parle de là, au départ. Et donc, on a besoin d'étoiles qui brillent dans le ciel, qui nous font envie, parce que le désir, eh bien, c'est le psychanalytique, hein, c'est de l'énergie. Et donc, de se mettre en désir, c'est se mettre en capacité de s'engager et d'avoir l'énergie d'y aller. Sauf que si l'étoile n'est pas atteignable, alors ça va générer de la colère, de la frustration, de la sidération. Et donc, il nous faut des cailloux blancs qui mènent à l'étoile. Alors, par exemple, l'étoile, c'est Los Angeles, première ville solaire de France, intégralement. Enfin, c'est une étoile, c'est un rêve, c'est un désir. Et je peux vous dire que les habitants de l'Ouest, ils sont sensibles à ça. Parce qu'à Perpignan, ils ne l'ont pas fait alors qu'ils ont plein de soleil. Alors, si nous, on le fait alors qu'on est collé à la Belgique, c'est assez magique. Donc, c'est un rêve. Et le premier caillou blanc, c'est au pied des terris. Puis le deuxième, c'est le service technique. Puis le troisième, c'est l'église. Puis le quatrième, voilà. Et ça, c'est les cailloux blancs qui incrémentent. Tout ça nous donne des résultats analytiques, des hectares de bio, des kilowatts, tout ce que vous voulez, et des résultats systémiques du type le retour de la confiance,
le marketing territorial qui est profondément changé, des compétences collectives pour entreprendre ensemble, etc. Alors, je vais maintenant dire quelques mots sur le récit pour vérifier. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran là? Est-ce que c'est 2 écrans avec du colza? Absolument, 2 terrils avec du colza. Donc, ça marche. Alors, du coup, j'avais remis ces dias, mais en fait, ça, c'est celle de tout à l'heure, dans lequel on voit que clairement, le premier sujet, c'est la nécessité du changement d'imaginaire, mais je l'ai développé, je ne vais pas y revenir. Le deuxième sujet, c'est la conduite de changement, donc ça, je l'ai développé, je ne vais pas y revenir. Par contre, ce qui est très embêtant, c'est qu'il faudrait que j'arrive à… excusez-moi. Il faudrait que j'arrive à réduire mon écran parce que là, du coup, je ne vois plus mon PowerPoint. Ouais, là, ça va un petit peu mieux. Alors, du coup, quelques éléments sur la mise en récit. Bon, d'abord, je vous ai dit à quel point pour nous elle était importante. J'essaie de le décrypter un peu. En fait, pourquoi qu'est-ce que la mise en récit? Pourquoi elle est importante dans les enjeux de transition? D'abord, parce qu'elle permet de raconter des histoires. Alors, vous l'avez à l'écran, hein, mais par des nombreux, excusez-moi, je suis sur un bidouillage de mon écran. Parce que ça permet de raconter des histoires inspirantes. Parce que la mise en récit, au sens de comment chacun voit les choses, va favoriser l'engagement et que ça va susciter des émotions. Donc, du coup, on se décale des pensées rationnelles. On arrive dans les logiques d'intelligence émotionnelle, ça va générer de la mobilisation, de la motivation, pardon. Ça ne mobilise pas que la dimension rationnelle. Il y a un élément extrêmement important, je vais y redire ensuite, c'est que ça permet d'accueillir la subjectivité de chacun sur ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que le point de vue du délégué CGT, le point de vue du patron, le point de vue du mineur ou de l'agriculteur ou du jeune de 8 ans, ne sont pas les mêmes sur la compréhension ou la façon d'accueillir ce qui est en train de se passer. Or, on ne peut pas construire un récit de transition qui serait sous une forme du récit imposé ou du récit dominant. Et donc, comment on accueille la subjectivité de chacun. L'ensemble de ces histoires alternatives luttent donc contre un récit du modèle économique dominant, et je peux vous dire que dans les mines, il y aurait 1000 choses à en dire, et ça leur permet de se situer sur une trajectoire. Ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les dernières images du rôle de la trajectoire. Alors, les grandes fonctions du coup de la mise en récit, c'est quoi? C'est de mettre en projet un projet en trajectoire. Je vais répéter parce que j'essaye d'illustrer, de sortir le jus de l'exposé que je vous ai fait avant sur Los Angeles. Ça permet de communiquer, puisque la mise en récit, je vais en donner des exemples concrets, c'est support à plein de médias de communication. Ça permet d'impliquer, ça permet de manager en coopération, puisque l'ensemble des acteurs sont des participants du méta-récit de la transformation du territoire. Et ça permet d'évaluer le changement, je vais développer un tout petit peu après, sous l'angle que dans l'évaluation, par exemple les analyses de contribution dans les processus d'évaluation, ce sont des façons d'évaluer, pas sous des formes de bilan quantitatif, mais il y a beaucoup d'évaluateurs qui travaillent là-dessus. Alors, se mettre en trajectoire pour conduire le changement de manière démocratique, c'est comment, et là c'est l'histoire de l'os complètement, comment avoir une compréhension rétrospective de notre histoire, comment prendre appui sur l'héritage de notre passé et en tirer des ressources. Alors par exemple, dans l'histoire de la mine, les valeurs de courage, les valeurs de solidarité sont des points d'appui, et de le revendiquer pour des jeunes générations qui flottent, qui sont complètement larguées, qui votent massivement Front National, là il y a énormément de choses fondamentales à aller chercher, à aller travailler la confiance. Ce matin, j'étais avec une quinzaine d'élèves qui font un sujet sur l'inscription du bassin minier à l'UNESCO. Je ne vous ai pas dit que ça avait été l'un des éléments majeurs du récit sur l'os, le projet d'inscription patrimoine mondial. Eh bien, ces gamins-là, ils redécouvrent le métier de leur grand-père alors que quelque part, il y a un impensé de ça, il y a quasiment une honte de ça.
Et de découvrir ces patrimoines mondiaux change complètement la trajectoire de ces gamins ou de ces gamines. Donc, comment, à partir de là, ça permet d'avoir une vision prospective partagée, se situer dans la trame temporelle, et donc comment conduire le changement sans se renier. Alors, deuxièmement, à partir de là, il faut savoir communiquer. Attention, ça c'est un sujet où j'ai souvent beaucoup de mal. Souvent les élus, peut-être vous, je ne sais pas, espèrent que le récit, en fait, ça va être le récit communicant, la belle histoire qui va faire que les gens vont y croire et qu'ils vont y adhérer. En gros, un truc sur papier glacé, marketing, qui fait que on en rêve. Ah ouais, cette histoire-là, je l'achète, quoi. Je l'achète. Non, c'est pas comme ça du tout que nous on le voit, ou que quand on regarde les gens qui ont travaillé sur le récit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'abord parce qu'il n'y a pas mais des récits. Il se dégage un méta-récit, bien sûr. Mais si c'est comme dans les exercices de prospective territoriale, si on laisse pas une place au dissensus et à l'expression des récits qui font des pas de côté, on passe à côté du truc. Donc on peut multiplier effectivement toutes les techniques narratives. À Los Angeles, on a à peu près tout fait. Spectacle vivant, on a fait des sons et lumières sur l'arrêt de la mine, la mutation de l'agriculture. On a fait une expo sur les 20 ans de Los Angeles, ville pilote du développement durable, et toutes ces étapes et comment ça nous a amené à la COP 21. On a fait énormément de vidéos sous des formes de bouquins. Je vais juste illustrer, je termine là sur les éléments un petit peu, comment dirais-je, conceptuels pour arriver sur des images. Et avec toujours dans les recommandations une posture d'authenticité, de transparence. C'est-à-dire que si moi je raconte aux gens que la transition de la mine se passe vachement bien, alors que 25% des gens sont au chômage, vous voyez bien que ça marche pas une seconde. Et j'ai plein d'exemples de discours qui se voudraient tellement beaux, tellement léchés que juste ils accrochent à personne. Enfin, tout le monde dit c'est du pipeau là ce qu'ils nous racontent. Bon. Et donc ça me paraît extrêmement important. Donc on peut multiplier les supports. Là, par exemple, on voit un certain nombre de supports sous des formes de récits objectifs, de publications, de visios, de vidéos, de fresques. Dans cette image dans laquelle on explicite le fait que l'enjeu, c'est l'implication des acteurs au travers du récit. On voit que, par exemple, ça, c'est un 50-50 dans un quartier en difficulté. C'est les habitants qui ont imaginé des formes d'intervention picturale et qui ont participé de la mise en dessin. Et la mise en dessin et en peinture de la ville, c'est de l'art du récit. De la même manière que on a toute une série d'actions. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle est très belle et puis je voudrais terminer pour qu'il y ait du débat. C'est parce que on a tout un travail sur la guerre 14. Notre ville a été complètement ravagée par la guerre 14 et il y a eu plus de 1000 Canadiens qui sont morts en une journée. Donc, il y a eu tout un monument parce que dans l'histoire du Canada, la bataille de l'Os, c'est la première fois où ils ont désobéi aux Anglais. Donc, c'est fondamental dans l'émergence de leur nation. Et ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, c'est du récit. La feuille d'érable, elle a été faite par des groupes d'élèves de lycées professionnels avec le centre d'apprentissage de la Fondation d'Auteuil et des artistes. Donc déjà, ça amène les gens dans du décloisonnement, travail à l'école, beauté, esthétique. Et puis en dessous, vous voyez sur ces colonnes, il y a 1000, je crois que c'est 21 plaques parce qu'il y a eu 1021 morts. Et donc les habitants de Los ont été invités à venir taper sur une plaque en étain ou en zinc, de venir taper leur nom de famille en écho d'une famille du Canada. Et donc pendant 6 mois, les gens sont venus avec un petit marteau pour inscrire leur nom à cet endroit-là. Et donc quand on a fait l'inauguration avec les Canadiens, toutes les personnes qui ont participé étaient là. Ça a été l'occasion d'un travail mémoriel sur la compréhension de ce qui s'est passé avec les Canadiens. Et donc, oui, on voit que le récit, comme je l'ai mis là dans le titre, a une force mobilisatrice et suscite de l'engagement. Alors avec la prise d'initiative, ça c'était des associations qui ont eu cette idée-là. Ça permet l'inclusion des nouveaux venus. Ils sont tous venus taper une plaque, même s'ils étaient là depuis 1 an dans la ville. Alors, pour terminer, je vous mets encore quelques autres images de récit. Ça, c'est comment pendant 1 an, des personnes âgées de la ville se sont mis à tricoter, à faire une gigantesque écharpe pour le terri.
Je n'ai pas le temps de vous raconter tout ça. C'est une magnifique histoire. Au début, vous voulez faire une couverture. Il a fallu que je négocie avec eux. Bon, bref, parce que c'était le soutien à l'inscription de l'UNESCO. Et on est 500 personnes, là, vous voyez, sur cette écharpe qui monte jusqu'en haut. Moi, je suis tout en haut, là, avec France 3. Et le journaliste de François me dit, mais à quoi ça sert votre truc? Et je lui dis, mais à rien du tout. Ce qui est génial, c'est que les gens ont travaillé pour faire une œuvre artistique collective dans laquelle pendant un an, ils ont pris de la tarte ensemble, ils ont tricoté, ils se sont décloisonnés. Là, la présentation, c'est du transgénérationnel. Enfin, bref, c'est le concept d'œuvre collective. Là, c'est les jeunes. Il y a beaucoup de travail sur passeurs de mémoire. Ils vont interviewer les anciens. Là, c'est sur comment les jeunes travaillent l'opération Raconte-moi demain, comment ils voient l'avenir, du land art sur les terris. C'est typiquement du récit de faire du land art sur les terris. Voilà. Et puis, on termine en mettant en place un ch'ti TEDx. Donc, on n'a pas le droit de mettre TED puisque c'est une marque déposée. Hein, donc, on l'a inventé sur ch'ti TEDx. Et on fait de la démocratie narrative. J'ai remis cette phrase là de Julien, qui est mon collaborateur de l'époque. Ce qui compte ne se compte pas forcément, mais se raconte. Et dans la façon dont les gens parlent de leurs difficultés, là, c'était une femme qui avait créé un relais d'assistante maternelle compliqué. Elle avait rencontré plein de problèmes avec l'urbanisme, avec l'État, avec les services de la ville. Et la façon dont elle raconte ça permet d'en faire un élément de partage collectif. Voilà. Je vais arrêter là sur les PowerPoint et ben peut-être ouvrir la possibilité de dialoguer autour de ça. Merci beaucoup, Jean-François. C'est hyper riche. Alors, du coup, forcément, il y a déjà plein de questions. La première question, elle vise à savoir comment cette approche aujourd'hui, l'approche de l'os, se diffuse dans les autres collectivités, peut-être à l'initiative, j'en sais rien, de l'Association des maires de France ou autre. Je sais que tu reçois beaucoup de collectivités, et d'ailleurs pas que françaises. Est-ce que tu peux nous raconter comment ce récit, finalement, stimule d'autres collectivités qui voudraient essayer de faire la même chose, ou d'autres élus, ou peut-être d'autres citoyens? Alors, effectivement, il y a un effet de séduction très fort pour beaucoup de territoires, hein, mais avec plusieurs difficultés. La première, c'est que plus on est proche de l'os, et la plus grande difficulté, c'est avec le tissu local, puisqu'il y a des effets de concurrence, de jalousie, mais pour qui ils se prennent. Bon, quand j'ai porté l'inscription à l'UNESCO, je disais, mais n'importe quoi, n'importe quoi, c'est du délire. Et puis le jour où l'histoire des mineurs est élevée au rang de l'histoire des rois par l'inscription UNESCO, tout le monde a fait l'inscription UNESCO, bien sûr. Bon, donc des phénomènes de ce type expliquent pourquoi c'est plus facile avec des territoires à distance qu'à des territoires immédiatement proches. Sur les territoires donc un peu plus éloignés, ce qui est génial, c'est que, alors oui, on en reçoit, enfin, si je devais compter, c'est des centaines de territoires qu'on a reçus. Alors, soit dans des formats ciblés, ils viennent en un bus. Vendredi, j'étais dans le Doubs avec, je ne sais plus combien de maires il y avait, je crois une centaine de maires du Doubs et le département. Et à la fin, le vice-président du département qui animait la rencontre, j'étais grand témoin. Il me dit, bon, je pense que tout le monde va être d'accord ici, hein, on fait au moins un bus, peut-être deux, et on va tous à Los Angeles. Hein, parce que là, il faut aller voir à l'origine, etc. La veille, j'étais aux États généraux de la montagne, dans la plénière d'ouverture. Ben, j'ai eu plein de messages sur LinkedIn, etc., où les gens disent, ah, il faut qu'on vienne voir ça. Enfin, c'est pas possible, ça change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça change leur univers des possibles. Bien sûr, on ne va pas faire Los Angeles ailleurs. Ben, l'histoire minière, elle nous est propre. Et en montagne, ça ne veut rien dire du tout. Par contre, les processus tels que j'ai pu les décrire, ça inspire. Et donc, la dimension d'inspiration, le fait que c'est possible, je l'ai vu, j'ai vu, il y a un truc qui me fait mourir de rire. Une église avec du solaire, franchement, bon, voilà, c'est une église avec du solaire. Et elle est sur toutes les photos. Mais quand les groupes viennent, à un moment donné, même des députés, des gens qui on pourrait croire, disent quand même, on ne peut pas aller voir l'église. Si, elle est à 200 mètres de là, mais et ils vont la voir, ils s'extasient, ils l'ont déjà vu 100 fois en photo. Mais ils la voient, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, il y a une dimension, la preuve, quoi. Et ça renvoie au changement d'imaginaire. C'est-à-dire que le fait que Los Angeles offre à avoir un imaginaire
d'une prise en compte du systémique, de nouvelles façons de produire de nouveaux résultats, eh ben, c'est du vrai. Donc, c'est de l'ordre de la preuve. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Et donc, ça, c'est la posture inspirante. Et puis, il y en a qui vont beaucoup plus loin et qui rentrent dans des postures d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on a créé la fabrique des transitions. Parce qu'en gros, on ne s'en sortait pas à avoir des gens qui viennent en B2B comme ça nous challenger, ce qui était passionnant. Mais moi, je suis archi-militant. Vous savez, je suis engagé politiquement chez les écolos. J'étais président de la Fédération des élus écolos au niveau français pendant 8 ans, une fédération que j'ai créée. Autant j'ai toujours voulu éviter le parti parce que je n'ai pas envie d'attraper les maladies de la tambouille parisienne. Voilà, il faut passer par là, mais moi, non. Autant créer les conditions de la diffusion, oui. Et donc, du coup, l'idée de la fabrique des transitions, c'est quoi? C'est bien d'essayer d'extraire le matériau de ce qui a été sorti à l'os, mais dans d'autres communes, puisqu'avec l'ADEME, on a évalué avec un certain nombre d'acteurs solides, comme Quadrant Conseil, par exemple, on est allé évaluer sur les autres communes le code source de l'os, on l'a travaillé, enfin bref, on l'a travaillé en différents horizons, tout ça a pris 2-3 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, on produit avec la fabrique des transitions des éléments de doctrine, des éléments de positionnement qui sont issus du terrain, qui ont été confortés par la réalité du terrain et dont vous l'avez bien compris, nous ne parlons pas d'agenda 21, nous ne parlons pas de tableur Excel, nous ne parlons pas de PC AET. Tout ça, ça existe et j'ai rien contre, même si j'ai quand même un petit peu contre les tableurs Excel agenda 21. De mon point de vue, dans le genre je tue le désir, il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. Et donc, du coup, effectivement, nous essayons de modéliser et ça monte de plus en plus. Donc, on vient de finir l'accompagnement du Puy-de-Dôme en accompagnement un peu au corps à corps avec le président. Alors, sous forme d'AMO, nous, on n'est pas des consultants. C'est pas, ça dégage du terrain pour les consultants. Mais donc, on a, bon voilà, j'ai pas le temps de vous développer tout ça, mais on a plein de territoires avec lesquels on triture cette question-là, sachant que dans la fabrique des transitions, un des fondamentaux, c'est le travail de pair à pair. Par exemple, si vous, consultant, si vous êtes la majorité des gens là, vous êtes des consultants, vous arrivez, vous parlez à un maire, comment il vous regarde le maire? Combien il me coûte, lui? Est-ce qu'il rapporte par rapport à ce que je le paye? Qu'est-ce qui m'amène de nouveau? Est-ce qu'il ne me refait pas une ressucée de ce qu'il a fait partout ailleurs? Et puis, de toute façon, c'est un consultant, quoi. Lui, il ne se présente pas aux élections, il ne sait pas ce que c'est. Et donc, il y a une espèce il n'y a pas l'impact complet qu'il pourrait y avoir. Quand moi, je viens discuter avec les élus, à un moment donné, je leur rappelle, ils le savent, mais quand je leur dis que j'étais réélu à 82%, c'est marrant, hein, leurs oreilles, elles s'ouvrent. Ah ouais, il a été réélu. Ah, puis depuis, il n'y a plus de disconduite. Tiens, c'est marrant. Alors, on peut en discuter un petit peu, M. Caron, vous en pensez? Bon, voilà. Parce que moi, j'ai essayé de faire la transition, mais vous comprenez, les gens, si ça. Bon, bref. Le pair à pair est extrêmement puissant. Et le positionnement est décalé. Voilà. J'étais un peu long, mais ça répond peut-être à un certain nombre de questions périphériques sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Jean-François. Il y a plein de commentaires qui te remercient, qui te félicitent, qui disent que c'est hyper inspirant, que ça fait sourire tout le monde. Si je reviens aux questions, il y a une question de Bénédicte, je crois, posée par Sixtine, en vrai, qui demande si la mobilisation de la population s'est faite progressivement ou s'il y a eu une sorte d'acte fondateur qui aurait été initiateur d'une mobilisation forte. Alors, l'acte fondateur, c'est à l'arrêt de la mine. Mon père était maire de la commune avant moi, donc lui était socialiste, mais socialiste autogestionnaire dans les proches de Rocard, on va dire, pour faire court. Et mon père il avait été responsable national des scouts de France. Et donc, il disait, on partageait beaucoup évidemment, et il disait à quel point pour lui c'était une intuition, il ne le disait pas comme je le dis aujourd'hui, mais c'était fondamental que les gens reprennent leur avenir en main, qu'ils ne pouvaient pas le déléguer à d'autres, et notamment avec la classe politique du bassin minier qui est extrêmement surplombante, pour ne pas dire plus. Bon. Et donc, du coup, quand la mine s'est arrêtée, il a créé, à une époque où tout le monde rasait tous les signaux de la mine, mais vraiment, c'était théorisé. Un député du Pas-de-Calais, une fois France 3 avait interviewé, c'était en 1993, et il sortait de chez ce député. Et comme ils leur disent, tiens, on va voir Jean-François Caron, là, de la chaîne des Terry, il dit, vous allez voir Caron. Oh, mais arrêtez, Caron, quoi. Ce mec-là est dangereux.
nous, on veut ressembler à tout le monde. Alors que moi, je défendais la défense des terris comme étant le signal, les montagnes faites à main d'homme, et arrêter de les considérer comme une honte et des tas de déchets. Et donc, le mot d'ordre de l'époque, c'était ressembler à tout le monde. Et mon père a eu cette vision de dire non, il faut au contraire travailler sur notre mémoire collective. Et il a lancé ce qu'il appelait les Goéliades, qui était un festival culturel qui a commencé à développer toute une série de travaux avec les poètes qui avaient travaillé là-dessus, enfin bon bref, et d'être un moment culturel autour de ça. Puis, mais ça n'a pas donné plus que ça. Et à la révision du plan d'occupation des sols en 95, j'ai hérité de ça en tant qu'adjoint. Et il y avait 30 points techniques. Dès le premier point, on voyait que c'était tout sauf technique. L'urbanisme, c'est… Et donc, j'ai tout arrêté. Alors, ça fait du bordel, hein, parce que les bureaux d'études râlaient. Voilà, j'ai tout arrêté. J'ai dit, écoutez, la mine vient de s'arrêter. On ne peut pas faire un poste sans avoir d'abord une pensée du plan de ville, de notre projet de ville. C'est pas possible. D'ailleurs, après, du coup, j'étais tendance. J'arrêtais pas d'être invité au PUCA. C'était l'époque où on élaborait le PADD. Et ma petite fierté, c'est que je pense que dans l'élaboration du PADD, Los Angeles a beaucoup joué. Parce qu'en fait, on a fait un PADD bien avant. Et pendant 1 an et demi, on a fait venir des experts, on a fait venir des bureaux d'études qui nous ont fait des éclairages sur les qualités paysagères, l'ingénierie sociale dans les quartiers, les potentiels énergétiques. Donc, il y avait de l'apport d'expertise. Il y avait tout un travail ascendant de la part des habitants, des quartiers, des agriculteurs, des commerçants. Et puis, il y avait le point de vue des élus. Et tout ça a fait une maïeutique qui fait qu'on a sorti un projet de ville qu'on a décliné dans le plan d'occupation des sols. À l'époque, ce n'était pas encore le PLU. Et on a lancé les premières expérimentations qui sont sorties de ça. Et chacune des expérimentations, comme elle découlait de ce processus, à chaque fois, il y avait des gens qui venaient, qui avaient envie de s'investir. Puis progressivement, par la multiplication des portes d'entrée, vous savez, ce qu'on appelle le syndrome TLM, toujours les mêmes dans la participation. Alors, je sais, moi, à Los, il y a 10% de la population, je sais que quoi qu'on fasse, ils seront là, ils sont tout le temps là, c'est toujours les mêmes. Bon, le sujet, c'est les 90% autres. Mais comme vous multipliez, en fait, une de mes formules, moi, c'est la nouvelle éducation populaire qui fait souvent rêver les gens. Ah, putain, de l'éduc pop. Bon, c'était génial, c'est vrai. C'était extrêmement formateur. Ça a complètement disparu. La nouvelle façon de faire de l'éducation populaire, c'est de faire la ville. Parce que la ville, c'est nous, c'est nos trottoirs, c'est les écoles de nos enfants, c'est le terrain de foot sur lequel je vais jouer. Et de mettre la ville en coproduction est une nouvelle façon, comme je vous l'ai dit avec le 50-50, de faire la ville ensemble. C'est une façon de faire la ville, mais de se mettre dans un processus de transformation personnelle et de travail collectif. Donc, en conclusion, il y a eu un réflexe culturel, il y a eu un objet transactionnel qui était la révision du plan d'occupation des sols, et ensuite, ces 1000 ruisseaux qui, à un moment donné, donnent des moments fabuleux du genre 500 personnes tricotent pour faire une écharpe. J'étais même pas au courant d'ailleurs, ça c'est parce que comme j'arrête pas de leur dire, juste pour la petite histoire là-dessus, comme je leur dis, prenez des initiatives, moi j'arrête pas de dire ça aux gens, hein. Du coup, sans me le dire, ils ont téléphoné à Fil d'Art qui est à Roubaix et au Relais qui est à Bruay-la-Bussière, et ils ont demandé s'il n'y avait pas de la laine déclassée. Et comme le sujet avait excité, puis que Los Angeles s'intéresse, voilà, ces tendances, ben, Fil d'Art a envoyé un camion de laine déclassée. Sauf que quand un camion arrive de laine, là, c'est plus quelques plottes. Et donc, là où elles étaient 50, elles ont commencé à rameuter le village. Et du coup, on a dû leur mettre les salles de sport, etc. Et tout le monde tricotait tous les mercredis après-midi. En fait, non. La moitié du temps, c'était on boit du café, on mange de la tarte. Et l'autre moitié du temps, c'était on tricote. Sous-entendu, ce qui se jouait là, c'était du vivre ensemble, c'était du plaisir de se retrouver. Après, dans le Nord, on aime beaucoup ça. Hein. On n'est pas moins individualiste, je pense, que dans d'autres régions. Enfin, je fais attention à ce que je dis, mais il y a quand même des qualités collectives très fortes. Et donc, du coup, à un moment donné, ben oui, ça donne des choses merveilleuses. Mais quand on a reçu la COP 21, on avait 200 personnes. Alors, par exemple, il y avait des mémés qui venaient me voir. Puis ils disaient, vous savez, monsieur le maire, en fait, moi, ma famille, elle vient de Hongrie. Hein, on est passé par la Pologne et tout. Mais si vous avez besoin de gens qui parlent hongrois, moi, je veux bien. Hein. Donc, du coup, on avait une armée de fantassins. On leur a fait des MOOC sur, à l'époque, donc il y avait des mémés de 80 ans qui parlaient polonais.
et qui apprenaient des MOOC sur la durabilité. Enfin, en MOOC, elles apprenaient des enjeux sur la durabilité. Bon, malheureusement, il y a eu le Bataclan 10 jours avant. On avait un TGV rempli de chefs d'État qui devaient venir à Los Angeles. On était la seule visite de terrain de la France. Obama devait venir, etc. Bon, il y a eu le Bataclan et l'histoire s'est malheureusement arrêtée là, ce qui était horrible pour nous. Mais donc voilà, c'est des petits mouvements et des grands mouvements collectifs. Je regarde l'heure en même temps pour pas que tu rates ton rendez-vous. Il y a des questions sur est-ce que cette approche te paraît duplicable uniquement sur des villes de même taille ou est-ce que c'est potentiellement applicable selon toi à des villes de taille plus importante, voire à des villes dites nouvelles? Et une deuxième question peut-être liée, quelles que soient les villes auxquelles on s'adresse, quels seraient les premiers conseils que tu donnerais à des élus pour activer cette démarche? Alors, je te demanderai de me redire la deuxième partie de la question après. Je vais répondre à Ouais, la en première fait, c'est pour pas stupide de poser les l'oublier. deux questions en même temps, tu as raison. Donc, redis-moi la première, du coup, si tu veux bien, juste. La première, c'est est-ce que c'est applicable uniquement à des villes de la taille de l'os Oui, ou est-ce que tu penses d'accord, ça que va. c'est Ça applicable va, potentiellement à des villes ça va. nouvelles, à des villes plus… Ouais, ouais. Alors, c'est complètement applicable, évidemment, puisque ce sont des affaires de posture. Coproduire des politiques publiques, c'est déclinable à tous les niveaux. Bien sûr, par exemple, moi j'ai fait le schéma régional d'aménagement du territoire Nord-Pas-de-Calais. On l'a fait avec à peu près 1000 personnes. C'était beaucoup les universitaires, voilà. Il est évident que le niveau de maturation de ces questionnements-là faisait que c'était pas l'habitant lambda qui pouvait rentrer dedans. Ça, c'est sûr. Et donc, je dirais, les parties prenantes d'un projet vont être différentes selon la taille du projet. Et les processus, les méthodologies de portée à connaissance, etc., vont pas être les mêmes selon que vous êtes à l'échelle d'un tout petit quartier ou à l'échelle d'une région. Mais les fondamentaux sont là. La coproduction, les dispositifs d'écoute, l'écoute, reformulation, enfin là-dessus, on rentre dans toutes les logiques qu'on appelle aujourd'hui de facilitation, hein, vous connaissez, le décalage des imaginaires, enfin, vraiment, moi, je viens de finir avec le Puy-de-Dôme, là, ça s'est fait à beaucoup plus grande échelle, ça fonctionne. Bien sûr, il y a des adaptations des process, mais le positionnement même est le même. Si vous allez à l'échelle de la France, l'échelle de la France, c'est quoi l'héritage? Regardez l'histoire avec Zemmour, là, en ce moment, c'est intéressant, parce que ça met la question de quoi on est héritier. Est-ce qu'on est héritier des Lumières? Est-ce qu'on est héritier de Pétain? C'est quoi la mémoire collective de la France? Comment ça nous fonde à dire un certain nombre de choses? Puis là-dessus, la question des individus, des acteurs qui font des pas de côté dans les territoires. Où sont-ils? Comment on les repère? Par exemple, dans le Puy-de-Dôme, il y a 164 projets qui ont été primés dans des projets citoyens, d'un budget écologique citoyen. Bon, ces 164-là, c'est 164 pionniers fantassins de la transition du Puy-de-Dôme. Et donc, on peut décliner comme ça. Donc, de mon point de vue, les principes sont les mêmes et ne posent pas de difficultés. Et d'ailleurs, dans une promo pilote qu'on démarre avec l'ADEME, là, dans la ville de Strasbourg, on a des acteurs de grande taille. On a la communauté d'agglo du Beauvaisis, on a la ville d'Annecy et des acteurs de grande taille. Alors, sur la deuxième question, tu peux me la redire? Tu t'en souviens, je te la refais, c'était par quoi, quels sont les premiers conseils que tu donnerais à un nouvel élu local pour entamer cette démarche ou par quoi tu lui conseillerais de commencer en fait? Alors, il y a un sujet qui est difficile, c'est par quel bout on l'attrape. Le problème, moi, quand je fais mes exposés, c'est que les gens disent « Ah, merveilleux, mais c'est trop loin de où je suis, quoi. » Donc, c'est sûr que ça, c'est une complexité. Donc, moi, on travaille beaucoup ça avec la fabrique, comment on attrape le systémique on part du territoire. Si on part pas des besoins du territoire et de l'écoute du territoire, on n'y arrivera jamais. Si on arrive en disant « Je vais vous expliquer ce qui va être bon pour vous », non, ça marche pas. Donc, du coup, où sont… Alors, je sais pas, je vais prendre une petite ville de Haute-Savoie avec laquelle j'ai travaillé qui s'appelle Faverges.
ils viennent de gagner la municipalité, ils veulent tout transformer et ils buguent sur un projet solaire citoyen, et ils buguent sur un projet de restauration. Et ça, c'est leur problème à eux. Et donc là, on le prend et on essaye de regarder comment le référentiel dont j'ai donné le cadre tout à l'heure va permettre de construire. Donc, par exemple, en quoi la culture locale, en quoi elle va nourrir ça, comment on a été un moment dans de l'agriculture locale, puis on s'en est éloigné, qu'est-ce qui reste comme signaux de ça, enfin, bref, la dimension héritage. Puis la dimension des acteurs, donc repérage des parties prenantes, où sont les acteurs pionniers, où sont les acteurs passeurs. Moi, je dis toujours au territoire, chouchoutez vos pionniers, mais chouchoutez vos passeurs, ceux qui vont rendre les choses acceptables, parce que le pionnier, en général, il a des sandalettes, du persil dans les oreilles, il fume la moquette, enfin voilà, je caricature bien sûr, mais il est perçu comme barjot, quoi. Et on en a besoin. Mais il va y avoir dans la ville des passeurs par rapport à ça. Et sur chacun de leurs projets, on fait ça. Repérage des parties prenantes, construction d'une vision, implication des acteurs à tous les niveaux. Enfin, on décline le périmètre. Donc, j'ai envie de dire ça. Il faut partir de quelque chose qui les motive, sur lequel ils sont en difficulté, donc ils sont en demande. Et à partir de là, de dérouler le film de cette forme d'un accompagnement tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Mais bon, là, dans le temps très court, c'est compliqué d'aller beaucoup plus loin. Et puis, il faudrait prendre des cas concrets. Il y a une question également sur comment on peut assurer la constance de cette vision et de l'action en dépit des changements éventuels qui peuvent se produire au niveau d'une ville, d'élus d'ailleurs, de dirigeants d'entreprise, d'acteurs associatifs, etc. D'abord, je dirais que si les collectifs sont de qualité, ils vont permettre de traiter cette question-là. Une des phrases que je préfère, c'est celle de Gilles Deleuze qui dit c'est la qualité des collectifs qui permet l'expression des singularités. C'est-à-dire quand les collectifs sont de grande qualité, qu'ils ont été travaillés, qui sont matures, d'où l'intérêt de ce qu'on va appeler la maturité coopérative des territoires, qui est quelque chose pour moi d'absolument central. Le territoire qui a une maturité coopérative, il a quasiment toutes les ressources entre les mains. Bon. Et donc, du coup, si on a ces éléments-là, donc dans l'exemple de Los Angeles, le fait que moi je m'en aille dans 1 an et demi, je l'ai annoncé, hein, j'ai dit que je me représentais, mais en duo, avec quelqu'un qui va me remplacer. On l'a désigné par un processus d'intelligence collective qui s'appelle élection sans candidat. Vous devez connaître ça. Donc, on a travaillé les qualités et on a fait émerger les profils qui correspondaient aux qualités. Et c'est comme ça qu'on est arrivé sur la personne qui me remplacera. Bon, la difficulté, c'est qu'il fallait encore qu'elle accepte ce qui était difficile pour elle pour diverses raisons, mais notamment, elle avait un peu peur d'être affrontée aux médias, à tout ça, parce que là, c'est maintenant bon. Mais comme on a un collectif de qualité, ça l'a aidé à ne pas porter la charge unique. Et en fait, on l'a surtout pris comme étant un animateur de process. Et d'ailleurs, en fait, c'était l'ancien DGS, un jeune DGS, qui a démarré l'emploi jeune et qui a fait toutes les étapes, agent administratif, rédacteur, attaché principal. Maintenant, il donne des cours au CNFPT et à l'INET. Et donc, du coup, lui-même, son propre récit est à l'image du récit de la ville. Et donc, il a toute une série de qualités, mais tout le monde, enfin, on a construit un collectif autour de lui, donc c'est possible. Après, je ne dis pas que c'est simple, hein, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se travaille à l'avance. Mais pour moi, c'est absolument fondamental que Los Angeles montre que quand je vais partir, le processus va continuer. Et j'en suis absolument certain. Et je vois bien les dynamiques d'habitants, elles sont parties, les dynamiques associatives, elles sont parties. Donc, plus on va travailler la qualité du projet, la qualité du collectif, plus on a les conditions d'y arriver. Après, ça reste une affaire humaine, c'est-à-dire que c'est tous les aléas humains et ça se met pas en équation mathématique. Peut-être une Jean-François, dernière. je te remercie. Alors, on a le temps de prendre une petite dernière. Charbel, qui m'a l'air très, très au courant de ce qui se passe à côté de Los, nous dit que Mazingarbe et Bully-les-Mines, qui sont à quelques kilomètres de Los, font partie du programme Petite Ville de demain du ministère de la Cohésion des Territoires. Est-ce qu'il y a un moyen pour Los de les soutenir dans cette démarche et comment vous faites aujourd'hui pour essayer d'aider en fait
des villes Bah, plus débutantes, on va dire. là, on est dans la difficulté que je disais tout à l'heure. Par exemple, le maire de Bully, avant l'élection, on a monté plein d'opérations ensemble. Il est venu beaucoup me parler de comment je faisais la participation habitante, etc., etc. Mais en même temps, le partage d'expérience dans l'immédiate proximité, c'est très compliqué parce que est-ce que lui, représentant du Parti socialiste, je vais être un peu cash, va aller chercher la réponse chez un écolo? Tous les autres, ils la battent au fusil en disant enfin t'es malade ou quoi. C'est un des sujets. Je vais terminer là-dessus. C'est pas vraiment une réponse, mais les processus de coopération sont absolument fondamentaux. J'ai essayé de montrer de plein de façons. Le problème du politique, c'est qu'il est dans un processus de compétition-coopération. Tous les 6 ans, il est en compétition auprès des électeurs. Et donc, c'est l'une des difficultés par rapport, je sais pas, à l'entreprise ou à d'autres dynamiques, c'est qu'à un moment donné, on va être en affrontement. Moi, quand je me présentais à des élections, c'en arrivait au stade où des élus du territoire disaient mais pourquoi il se présente de toute façon, il est là parce qu'on l'a laissé faire. Donc, quand même, il pourrait ne pas se présenter, quoi. Quand même, il exagère. J'avais pas vraiment le même projet politique qu'eux, donc je les ai envoyés chier. Mais donc, du coup, cette question-là, elle est complexe. En tout cas, que ce soit Mazingarbe ou Bully-les-Mines, moi, je suis archi disponible. Je connais beaucoup mieux le maire de Bully parce que l'autre, il vient d'arriver, il est tout nouveau. Mais oui, moi, en plus, moi, je me présente plus à aucune élection, donc je n'ai pas d'enjeu de concurrence. Super, ben merci beaucoup. Il est 44. On va te laisser aller retrouver Xavier Merci. Bertrand. Merci infiniment, Jean-François, pour ton temps. Il y a plein de remerciements, de félicitations, d'émerveillements dans les commentaires. Je te les transmets en Oui, paquet, en bouquet d'accord. pour ta journée. Merci encore Merci. beaucoup et merci à tous. Ciao, Au ciao. revoir.